Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de nous retrouver sur Vox Africa. Bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale Focus consacrée au Niger et notamment à la situation politique au lendemain de l'élection présidentielle. Nous recevons aujourd'hui un invité, un ancien président de la République, candidat à cette élection justement, Mahamat Ousmane, qui a été donné deuxième par la commission électorale indépendante. Monsieur Mahamat Ousmane, bonsoir et merci de nous retrouver sur Vox Africa. Bonsoir, monsieur Jafté. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais savoir, Monsieur le Président, quelle est la situation qui prévaut actuellement à Niamey? Le Niger, notre cher pays, se trouve dans une situation, comme vous l'avez dit, du reste, tendue, délétère, caractérisée par une atmosphère pas très saine. Oui. Après le déroulement des différents scrutins, nous sommes arrivés presque au terme de ce processus électoral-là. Et voilà que les résultats provisoires globaux qui ont été annoncés par la CENI ont créé une situation assez singulière qui donne aux uns et aux autres le sentiment que les résultats provisoires globaux qui sont annoncés ne sont pas le reflet de l'expression de la volonté populaire. Et naturellement, il y a eu des réactions. Certains ont exprimé leur joie, d'autres ont exprimé leur désapprobation et leur tristesse. Et voilà que brusquement, des arrestations, des interpellations indues sont opérées et contribuent à créer l'attention. Ces interpellations sont pas fondées, mais le fait de les avoir initiées pour intimider, pour masquer le processus de hold-up électoral qui a été longuement préparé depuis longtemps, constitue un problème. Et naturellement, ces arrestations qui se chiffrent en tout cas jusqu'à la date d'hier à près de 500 personnes interpellées, sans base objectivement vérifiable, de manière, j'allais dire, extrajudiciaire. Vous imaginez, près de 500 prisonniers politiques, on peut les qualifier comme ça, et ça continue, parce qu'aujourd'hui même, il y a eu des arrestations, avec interdiction de visite auprès des personnes arrêtées. Naturellement, des actions comme ça sont des actions, disons, j'allais dire, de provocation, conduisant à des réactions, tout naturellement, et contribuant à créer cette tension-là. Vous avez aussi des fermetures de nos sièges de parti et de nos sièges de campagne. Fermetures aussi indues, dans la mesure où moi, en ce qui me concerne, par exemple, et mes amis, ceux qui me soutiennent, nous sommes d'ailleurs toujours dans le processus de recours judiciaire prévu par la loi. Justement, on évoquera justement le recours dont vous êtes en train de parler. Et qui justifie les résultats que nous avons justement comptabilisés. Et c'est aussi une manière de nous perturber, de nous déstabiliser et de faire en sorte que ce recours, disons, soit mal fait ou ne soit pas fait du tout. On reviendra justement sur la situation du recours que vous évoquez bien plus tard, mais avant, je voudrais savoir, est-ce que vous vous sentez en sécurité? Vous évoquez les arrestations de part et d'autre. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que votre sécurité est garantie? Ben oui, je me sens menacé. Je me sens menacé parce que si vous êtes dans un environnement où vous êtes privé ou déstabilisé
dans l'exercice de vos droits. Par exemple, le fait de préparer des recours auprès de la Cour, ben, il faut un certain temps. C'est du travail. Rassembler les matériaux de preuve et les différents éléments justificatifs des réclamations, des récriminations faites, n'est-ce pas? Ben, si, pendant ce temps-là, vous êtes inquiétés, vos amis sont inquiétés, les uns arrêtés, les autres sont menacés indûment. Par exemple, nos représentants à la CENI, ben, sont harcelés, poursuivis. Par exemple, un d'entre eux m'a avoué qu'il y a une filature qui se fait autour de sa personne. Partout où il va, il a identifié des personnes qui le suivent. On ne sait pas pourquoi. Histoire de lui faire peur ou de l'inquiéter, etc., ou de l'empêcher de jouer son rôle. Voilà. La même chose pour mon propre chef de cabinet, qui aujourd'hui même a fait l'objet d'une arrestation, sans motif exprimé selon les procédures légales en vigueur dans notre pays. Parmi les prisonniers dont vous faites part, Monsieur le Président, il y a Hama Amadou, un opposant qui a été et qui est d'ailleurs votre soutien. Il a été arrêté, il est désormais incarcéré à la prison de Filingué. Quelle est votre réaction sur cette actualité, sur le cas particulier de Monsieur Hama Amadou? Mais comme je vous l'ai dit, ce sont des présomptions. J'ai cru comprendre qu'en ce qui concerne certains d'entre eux, il leur est reproché d'avoir, disons, posé des actes à caractère ethniciste ou raciste. Mais tenez-vous bien, pendant la campagne électorale, une série de chefs d'accusation non fondés, non vérifiés, non prouvés, c'est du harcèlement. Pour le cas d'espèce, le procureur de la République a mis en avant une vidéo qui a d'ailleurs circulé sur les réseaux sociaux. Et justement, dans la vidéo, on aperçoit Hama Amadou prononcer des propos faisant allusion à la couleur de la peau. Et pour le procureur de la République, il s'agit bel et bien de propos tribaux et ethnicistes. Mais voyez-vous, pendant une période de campagne, vous savez, les textes en vigueur dans notre pays régissent les comportements des uns et des autres. Je ne pense pas que des propos tenus pendant des périodes de campagne puissent être opposables. Ce sont des propos politiques. Mais faut-il prouver que ces propos-là soient réellement des propos racistes ou ethnicistes, ou etc. Mais moi, et pratiquement beaucoup de Nigériens ont connaissance des propos plus graves tenus par d'autres personnes, plus graves que ceux prononcés par M. Hama Amadou, qui eux ont véritablement un caractère tribaliste, ethniciste et raciste. Mais ils n'ont jamais été inquiétés. Ils l'ont tenu, ces propos-là, hors campagne. Alors, je ne vois pas en quoi, comme ça, subitement, on va prendre M. Hama Amadou, le jeter en prison et restreindre même ses droits de visite, et tout ceci sur la base de suppositions de propos racistes ou ethnicistes ou je ne sais quoi. C'est injuste. Monsieur Maman Ousmane, vous décrivez d'un côté l'impartialité de la justice, argumentée par les arguments... je reprends ça. Monsieur Maman Ousmane, vous décrivez d'un côté l'impartialité de la justice appuyée par les arguments que vous évoquez, mais de l'autre, c'est vous qui déposez votre recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Comment comprendre cette dichotomie, ne pas croire en la justice et pourtant aller vers la justice? Il n'y a pas de contradiction. Vous savez, en ce qui concerne notre système judiciaire, pendant toute la durée de cette 7e République, depuis 10 ans,
notre système judiciaire a été décrié d'abord par les professionnels même de la justice, les magistrats, à travers leur syndicat, le SAMA. Ils ont eu à faire près d'une dizaine de décisions sur justement un certain nombre de dysfonctionnements qu'ils subissent. Ils ont même eu à interpeller le chef de l'État en demandant à ceux qu'ils remettent à leur disposition des membres du gouvernement pour qu'ils répondent des actes qu'ils ont eu à commettre. Mais c'est resté lettre morte. Alors que pour le citoyen lambda, il va en prison pour le vol d'une chèvre ou d'un cabri. Vous avez également le corps des avocats, le barreau, qui a eu aussi, à plusieurs reprises, à exprimer ce qu'ils ont eu à constater dans le fonctionnement de notre système judiciaire. Pas plus tard qu'hier, une déclaration a été faite par les membres du barreau nigérien. Mais vous avez aussi des organisations de la société civile qui ont eu à plusieurs reprises à élever la voix pour souligner le fait que nous n'avons pas une justice qui soit réellement indépendante, impartiale et neutre. Vous avez aussi la classe politique qui, d'ailleurs, pendant les 2 mandats du président Issoufou Mahamadou, a élaboré un livre blanc sur la gestion. Et là-dedans, vous avez également des éléments touchant le fonctionnement de notre justice. Donc, ce n'est pas moi seulement qui pense que notre système judiciaire souffre d'un certain nombre d'insuffisances soulignées par les uns et les autres. Malgré tout, je pense que, en ce qui me concerne, étant donné que nos lois et règlements prévoient les voies à suivre dans des situations de ce genre, j'ai décidé, sur la base non seulement des chiffres, mais aussi des documents, des témoignages, des supports audiovisuels réunis, j'ai décidé d'exercer mon droit de recours auprès de la juridiction compétente qui est notre Cour constitutionnelle. Oui, malgré ce que les uns et les autres pensent et disent de cette institution-là, malgré le sentiment que les uns et les autres ont du fait qu'ils ont eu soit à connaître, soit à vivre une expérience relative aux relations avec cette institution-là. Et j'espère que le droit sera dit. Parce qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas du genre à contester pour contester. Non. Surtout en matière électorale. Je vous informe, si vous ne le savez pas, que lors de mon premier mandat, en 1995, j'ai eu à organiser des élections législatives après avoir dissous le Parlement. Et à l'issue de ces élections, j'ai perdu. Oui, j'ai perdu ces élections-là avec un siège, un seul siège. Je n'ai pas fait une misère. J'ai accepté les résultats. Pourtant, je disposais de nombreux moyens pour les contester ou pour les faire changer. Mais mes principes, ma conscience ne me permettant pas de le faire, j'ai accepté ça. Donc je ne suis pas du genre de mauvais perdants qui contestent pour contester. Voilà, si vous me voyez formuler un recours, c'est qu'il est bien ficelé, il est bien fondé.
Vous dites que vous ne contestez pas pour contester, vous affirmez avoir gagné l'élection. Quels sont les arguments que vous apportez pour étayer votre affirmation? Oui, tel que nous sommes organisés, voyez-vous, chaque compétiteur a le droit d'avoir des représentants au niveau des bureaux de vote. Nous nous sommes organisés pour être de ce pays-là. Et nous avons reçu les résultats du scrutin au niveau de chacun de ces bureaux de vote. Nous avons eu également les éléments contextuels, la composition des bureaux de vote, les différents éléments et le contexte du déroulement de ces élections-là, parce que la loi décrit les conditions dans lesquelles le vote peut être considéré comme valide. Nous avons également des documents de support. Par exemple, les bourrages des urnes, les braquages des urnes, les menaces et les intimidations faites sur nos délégués, les procès-verbaux préfabriqués pour substituer du vote au niveau du bureau de vote, ainsi que les totalisations qui sont faites au niveau des CENI communales. Nous avons suffisamment d'éléments dont nous avons pris la précaution de nous organiser et de rassembler. Et c'est sur la base de ça que nous avons comptabilisé et affiché les résultats que j'avais annoncés. Le fait que ces élections-là, du second tour, je les ai gagnées avec 50,30% des suffrages exprimés valables. On comprend très bien votre démarche, mais cependant, une question reste dans les esprits. Est-ce que, au vu des réticences que vous avez évoquées, vous vous soumettrez au verdict de la Cour constitutionnelle si jamais cette Cour arrivait à prononcer un verdict qui n'est pas favorable à vos recommandations? Je respecte la Cour. Je considère que la Cour a une présomption d'indépendance, d'impartialité et de neutralité. Il s'agit là d'un scrutin assez particulier. C'est un scrutin au suffrage universel direct qui met face à face deux candidats. Le peuple souverain s'est exprimé. Eh bien, nous, en ce qui nous concerne, nous avons soumis, conformément à la loi, les arguments, les faits, les documents justifiant notre recours. Et si réellement le droit est dit, si la Cour respecte non seulement nos dispositions légales et réglementaires, si elle respecte sa propre jurisprudence aussi. Parce que ce n'est pas la première fois qu'au Niger, on organise des élections. Eh bien, avec ces éléments-là, eh bien, le résultat qui doit sortir sera plus que 50,30% en ma faveur. Ça sera plus de 50,30% en ma faveur. Mais, M. Mahaman Ousmane, vous êtes très clair dans vos affirmations, mais qu'est-ce qu'on doit exactement comprendre dans vos propos? Mais, je vous dis de manière résumée que la Cour, en vertu de l'encadrement et des contraintes qui sont celles de ses membres et en vertu de la loi, doit examiner les dossiers à elle soumis et dire le droit en toute indépendance, en toute impartialité et en toute neutralité. N'est-ce pas? Nous vous écoutons, Monsieur le Président. Si le peuple souverain
se rende compte que ce n'est pas l'expression de sa volonté qui est reflétée dans le verdict de la Cour, ben, vous savez, ce n'est pas au Niger seulement que bien souvent vous avez un hiatus entre la Cour et ses justiciables. Eh bien, je dis qu'en ce qui me concerne, je suis déterminé à défendre ma victoire. Et si jamais cette victoire est volée ou des manipulations sont faites pour faire en sorte qu'il soit autrement, je dis que le souverain, ce n'est pas la Cour, c'est le peuple. Et le peuple saura défendre l'expression de sa volonté. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mahaman Ousmane, d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice. Merci aussi à vous à la maison de nous avoir suivis. Restez sur Vox Africa.